Bonsoir, professeur Vernaz. Toi? Vraiment content que vous ayez accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. Ce soir, il y a un sujet sur lequel je voulais me pencher avec nos amis de l'Europe, de la France. C'est le sujet en ce qui a trait de Donald Trump. Mais juste avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais vous faire écouter une petite vidéo que j'ai concoctée pour vous ce soir. En un jour, Donald Trump a ridiculisé l'armée de bureaucrates à Bruxelles. Il a fait plus en un jour pour les Américains que toutes vos piles de papier pour les Européens en 50 ans. Terminez l'écologie punitive, terminez l'OMS et les fraudes à l'humanitaire. Les Américains ne seront plus taxés pour payer ce cirque, pour financer Pfizer, Bill Gates et manipuler les médias. On est bien loin du sac de riz. 4,5 millions de dollars pour surveiller la désinformation au Kazakhstan. 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie, 32 000 dollars pour une bande décidée transgenre au Pérou, 2 millions de dollars pour la chirurgie de changement de sexe au Guatemala. Est-ce que l'USAID n'était pas censé faire l'humanitaire? Quant à l'OMS, qu'est-ce qu'elle a fait d'utile pour la santé? À quoi ont-ils servi pendant la pandémie? À censurer les chercheurs? À recaser Agnès Buzyn et Jérôme Salomon à Genève? De la soi-disant immunité vaccinale, on passe à l'immunité judiciaire. Pourquoi l'OMS parle de sexe assigné et de transition chirurgicale à propos d'enfants? En un jour, Trump a interdit la mutilation de ses enfants et réintégré les militaires exclus pour refus de l'injection Covid. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, elle finance les médias europhiles avec 132 millions d'euros lors des élections européennes, mais veut interdire X et TikTok pour influence étrangère. La RTBF, que vous connaissez bien, Madame la Commissaire, a même contrôlé le discours de Trump. Alors, de qui vous moquez-vous? On voit que la politique, je dirais américaine, mais non seulement américaine, mais à travers la planète, est en train de changer. Donald Trump a fait des choses qui sont extrêmement bonnes, qui sont alignées avec nos valeurs chrétiennes, reconnaître deux genres, se positionner en faveur d'un mariage hétérosexuel, se positionner en matière de pro-vie, tout ce qu'il a fait en définançant le USAID également. Donc, des politiques qui sont très, très bonnes, professeur Vernaz, et qui sont alignées avec nos valeurs chrétiennes. Mais je voulais vous entendre, vous, nos cousins européens, nos cousins français, quelle est selon vous la réaction de la France et ou de l'Union européenne face au retour de Trump? Et que pensent également les chrétiens en France? Est-ce que c'est mitigé? Est-ce que c'est divisé? Alors, ma réponse ne va pas représenter ni celle de la France, ni celle de l'Europe, ni même celle des chrétiens de France. Je suis triste de le dire, mais en fait, l'Europe et la France en particulier est façonnée par des médias qui, depuis des décennies, font un lavage de cerveau. Et Trump est vu comme un fou dangereux. Et malheureusement, beaucoup de Français croient à ce narratif. Et même dans l'Église, les choses sont très partagées. Mais je dirais que, je ne sais pas la proportion, mais peut-être la majorité, peut-être des 2 tiers des chrétiens, en gros, suivent les médias globalistes et donc ne croient pas, croient à la théorie de l'évolution, croient au changement climatique anthropique qui nous amène dans le mur et pensent que Trump est un fou dangereux. Donc malheureusement, même au sein de l'Église, euh, ma pensée chrétienne ne représente pas la majorité. Je comprends. Ceci pour peut-être le tiers restant de chrétiens, c'est une grande joie de voir en si peu de temps un changement à 180 degrés sur des choses qui étaient en train d'enfoncer le monde dans des valeurs diaboliques et qui prennent un coup d'arrêt d'une rapidité, d'une brutalité qu'il y a un an, personne n'aurait espéré, moi le premier. Oui, tout à fait. On en a parlé d'entrée de jeu. À son investiture le 20 janvier dernier, Donald Trump s'est mis à signer des décrets à une vitesse faramineuse. Selon vous, quelles sont les décisions les plus marquantes et leur impact que ces décisions auront, par exemple, sur l'Europe? Alors, je vais y aller plus marquante à mes yeux et on reparlera dans un deuxième point de l'impact que ça aura sur l'Europe parce qu'il n'est pas au premier degré, il est au second degré pour l'impact sur l'Europe. Oui. Mais premier degré, je dirais qu'il a remis Dieu au centre du paysage. Et je pense que ça, alors qu'en Europe, depuis la Révolution, on a interdit Dieu de séjour dans nos écoles, nos universités, nos gouvernements, d'avoir remis Dieu au centre du paysage va amener une bénédiction sur l'Amérique et ramène du bon sens, ramène des choses toutes simples.
Donc là, il a créé le bureau de la foi à la Maison-Blanche. On a le droit de prier Dieu, on a le droit de le remercier, de reconnaître Jésus, même dans les autorités, je dirais, officielles du gouvernement. Ça, c'est un changement majeur par rapport à l'ère des dernières décennies. Ensuite, il a arrêté le wokisme. La première déclaration qu'il a faite, il n'y a que deux genres, un homme, une femme. Je pense que ça aussi, c'est un point essentiel. La destruction de la famille, c'est vraiment l'unité de base, la famille de Dieu pour la vie sur Terre, pour l'épanouissement social. C'est la première cellule sociale. Et nos globalistes étaient en train de tout détruire, de détruire notre économie, mais plus encore de détruire ce qui nous fonde, un homme, une femme, notre identité même, pour faire de nous des espèces de robots sans sexe, complètement détruits, malléables et manipulables à merci. Là, de remettre un homme et une femme, c'est beaucoup plus que juste des mots. C'est quelque chose qui nous recentre au cœur de la vie humaine, qui remet les bons fondements. Donc cet arrêt du wokisme, c'est vraiment le deuxième point essentiel que je vois qu'il met. Moi, quand je vois que, bon, on reparlera de l'Europe d'un deuxième temps, mais en Europe, ça ne s'arrête pas, au contraire, ça s'aggrave. Oui. Ensuite, il a dit qu'il allait sortir de l'OMS. Quand je vois ce que l'OMS nous a pondu et la dictature mondiale qu'il a voulu essayer de mettre en place avec le Covid-19, les vaccins imposés au forcing et en niant des mensonges éhontés qui aujourd'hui arrivent à la lumière, en niant tout effet secondaire, en disant que c'est un vaccin efficace à 100% avec zéro effet secondaire, alors qu'on sait parfaitement aujourd'hui que c'est complètement faux, je dirais que ce coup d'arrêt que ça va donner, puisque une large partie du financement était américain, à l'OMS, est pour moi vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. Mm-hmm. Ensuite, effectivement, on parle beaucoup actuellement du démantèlement de l'USAID, et ça, effectivement, ça a beaucoup d'avantages. C'est quelques 40 milliards qui servaient au wokisme, qui servaient à des causes politiques gauchistes et qui étaient complètement détournés de leur objectif, puisque ça alimentait des Bill Gates, des Soros et toutes sortes d'ONG dont les objectifs étaient toujours un agenda toujours plus wokiste, toujours plus gauchiste, qui était imposé pour donner éventuellement une petite aide humanitaire. Oui, tout à fait. Alors ça met à la lumière énormément de choses cachées. En démantelant ça, aujourd'hui, plein de choses qui étaient jugées complotistes quand on en parlait sont mises à la lumière et deviennent quand même, n'arrivent plus à être cachées comme certains voudraient les cacher. Mm-hmm. USAID finançait des laboratoires biologiques en Ukraine. USAID a financé le laboratoire de Wuhan en Chine. USAID a financé toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le développement ou l'assistance à des gens en difficulté. Maintenant, l'impact de tout ça, professeur Vernaz, sur l'Europe, parce que je comprends que c'est au deuxième degré, mais certainement ça touche en quelque sorte l'Europe. Alors, je dirais que dans un premier temps, en ligne directe, l'Europe se durcit plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France de Macron ou l'Europe de von der Leyen va plutôt durcir ses positions sur le changement climatique, sur le wokisme. Les derniers programmes à l'école qui mettent des apprentissages odieux dans la maternelle sur le plan sexuel se durcissent, mais au second terme, ça va quand même jouer. Pourquoi ? Parce que la vérité apparaît et ceux qui étaient écrasés et intimidés, aujourd'hui, osent un peu plus s'exprimer. On voit même les médias mainstream en France commencent à pouvoir parler d'avis un peu différents, alors qu'il y a encore un an, c'était impossible. Donc on voit que ça libère la parole. Et tous ces gens comme moi qui étaient complotistes, aujourd'hui, ça devient une évidence. On peut plus, c'est pas du complotisme ou de l'invention, mais qu'on a des faits démontrés qu'on est en train de conforter de manière très très forte. Oui. Avec ce retour-là de Trump, quel genre de répercussions vous anticipez sur la politique française, notamment en matière, par exemple, d'immigration et de commerce international? On vient de l'apprendre, c'est récent. Les tarifs douaniers qui vont augmenter de 25 % à compter du 12 mars en Europe, en France.
c'est quelque chose quand même de majeur, mais outre ça, comment ça peut affecter justement l'immigration et le commerce à l'international? Alors, l'immigration, je dirais que, comme je dis tout à l'heure, ça ne change rien pour l'instant, Mhm. puisque l'Europe maintient son agenda, la France aussi, mais par contre, la gronde qui est dans la population majoritaire, qui en a plus que marre d'une immigration qui est en fait une invasion avec une violence et toutes sortes de, de mauvaises choses qui arrivent à travers ça, eh bien, je dirais que la résistance monte de plus en plus, et que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France. Donc, on n'est toujours pas majoritaire, mais c'est vrai que ça redonne de la voix, ça redonne du courage Mhm. à ceux qui montrent qu'on peut freiner ce flux migratoire et qu'on n'est pas obligé d'être islamisé d'ici 10 ans complètement en Europe. Oui, c'est ça. C'est ça. L'Union européenne a souvent aligné ses politiques sur celles des États-Unis, qui avait un gouvernement beaucoup plus progressiste et wokisme sous les administrations précédentes. Pensez-vous que la réorientation de Donald Trump pourrait provoquer des tensions entre Washington et Bruxelles, par exemple? Alors, certainement, ça en provoque. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Europe s'était alignée assez bien sur le wokisme américain parce que les universités américaines défendaient ce programme et l'Europe buvait du petit lait de ça. Hmm. La peur climatique, c'était la même chose. Le fait qu'il y ait un revirement aux États-Unis va effectivement créer un conflit puisque l'Europe ne pourra plus se nourrir de ce wokisme américain et le voit au contraire comme un ennemi. Donc c'est quelque chose qui va peut-être, dans un premier temps, pour pousser certains à se durcir, à essayer de pousser leur agenda encore plus fort. Mais en fait, c'est quand une bête est traquée et commence à être mise un peu à défaut, elle est peut-être encore plus dangereuse à un certain temps. Mhm. Mais en même temps, ça nous donne l'espérance qu'un jour en Europe, ça peut tomber aussi et que les choses peuvent être renversées. Oui. On l'a annoncé, professeur Vernaz, un peu plus tôt, Trump a stoppé le financement d'organisations progressistes et wokisme, notamment le USAID, on en a parlé précédemment. Suite à tout ça, quelles institutions européennes pourraient être impactées par cette décision? Puis quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la France et l'Europe où ces idéologies sont vraiment bien ancrées et dépendaient peut-être en quelque sorte d'un certain financement en provenance du USAID? Alors, je dirais que le plus important pour moi est la mise à la vérité des choses cachées. Mhm. Le fait d'être mis à la vérité affaiblit quand même ceux qui nous tenaient dans un narratif et qui tenaient tous les médias. Après, effectivement, sur le plan matériel, même l'agence France-Presse en France recevait une partie de ses fonds de USAID, donc ça va certainement mettre un ralentissement dans son économie. Mais malheureusement, quand on voit que les États-Unis sont retirés de certains systèmes wokistes, eh bien l'Europe a essayé de combler les choses, de combler à l'OMS, et donc l'Europe essaye de maintenir ce flux que je considère négatif Ouais. en essayant de le compenser. Mais l'Europe n'a pas les moyens de remplacer complètement les États-Unis dans ce wokisme, donc clairement ça va l'affaiblir. Oui, tout à fait. En mettant fin à certaines politiques progressistes aux États-Unis, Trump est en train d'exposer davantage cette fracture idéologique entre le conservatisme ou les conservateurs et le progressisme et les libéraux. Est-ce que cette division est en train de se mondialiser? Puis est-ce que la France pourrait être entraînée dans une dynamique similaire à ce qu'on est en train de voir prendre place aux États-Unis? Alors, on en est loin, mais j'ai espoir que le mouvement s'inverse. Et effectivement, on avait des voix comme Viktor Orban en Hongrie qui étaient déjà des voix qui défendaient le bon sens, à mon sens, mais qui étaient traitées de fascistes, qui étaient ostracisées par les médias de manière extrêmement violente. L'Europe essayait de le pénaliser même financièrement pour avoir osé dire des propos qui pour moi étaient simplement des propos de bon sens. Mais je pense que ça encourage aussi d'autres pays qui vont peut-être se retirer de l'OMS et qui vont suivre. Donc je pense que globalement, c'est quelque chose de positif. Vis-à-vis de l'Europe, d'ailleurs, Trump a pris une position qui me plaît bien, parce que l'Europe, pour moi, est en train de nous détruire.
l'Europe, avec son agenda vert, est en train de ruiner notre économie, ruiner nos paysans, nous imposer des normes complètement débiles ou à un nombre incalculable, ruiner notre industrie automobile. Et Trump a décidé de essentiellement traiter avec les pays de l'Europe et non plus avec l'Europe en tant que telle. Et pour moi, ça, c'est un camouflet qui est extrêmement positif parce que je pense que ça va affaiblir le poids global de l'Europe et redonner du poids à des pays comme l'Italie ou la Hongrie qui veulent changer un peu les choses de politique. Ouais. Est-ce qu'un gouvernement comme Trump aux États-Unis pourrait, par exemple, favoriser un parti comme celui de Marine Le Pen en Europe? Alors, je dirais que Marine Le Pen a pris un peu des distances avec Trump. Alors moi, ça me fait un peu sourire parce que Marine Le Pen est toujours présentée comme l'extrême droite. Moi, j'ai des réserves avec Marine Le Pen parce que, justement, pour moi, elle est beaucoup trop à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a voté l'avortement dans la Constitution française, qui est une aberration totale, la Constitution n'ayant pas à s'occuper de ces choses-là. Et sur beaucoup de sujets, je dirais qu'elle a une position un peu plus populiste. Mais voilà, c'est des mots pour essayer de se protéger de ce parti. On l'ostracise en disant que c'est l'extrême droite, alors que pour moi, elle n'est pas du tout extrême droite. Et justement, elle ne s'enthousiasme pas autant que d'autres de l'arrivée de Trump. Ceci dit, il y a d'autres partis plus courageux qui, justement, eux, se réjouissent et qui veulent ramener du bon sens en Europe. Et je pense que ça leur donne des forces. Alors j'espère que, je dirais que le parti de Mme Le Pen va quand même soutenir ces changements et encourager qu'on revienne au bon sens, parce que sur beaucoup de points, ils défendent aussi quand même le bon sens. Oui, vous avez tout à fait raison. Trump a plusieurs fois critiqué le financement de l'OTAN par les Européens et certains leaders français s'inquiètent d'un possible retrait du soutien américain par rapport à cette organisation-là. Qu'est-ce que ça signifierait, cette décision pour la France, si les Américains se retiraient leur financement de l'OTAN, et plus largement pour les chrétiens qui voient l'Amérique comme allié historique? Alors, quelque part, moi, je comprends la position de Trump qui dit « il n'est pas normal que toutes les dépenses m'incombent et si je mets tant de mon produit intérieur brut, si les pays veulent qu'on travaille ensemble, il faut qu'ils y mettent à peu près la même chose. » Et c'est une position qui me paraît assez équilibrée, mais que l'Europe des dernières décennies, qui s'est énormément démilitarisée, est loin de suivre. Et quelque part trouve bien commode le bouclier que nous proposait la couverture américaine. Mais moi, le deal, et quand je vois les va-t-en-guerre qu'on a en Europe, qui ont tout fait pour mettre de l'huile sur le feu entre l'Ukraine et la Russie, je pense qu'actuellement, Donald Trump est en train de négocier avec Poutine en mettant un peu de côté tous ces va-t-en-guerre pour justement chercher un apaisement qui pourrait éviter des milliers et des milliers de morts complètement inutiles, tant ukrainiens que russes. On a entendu la nouvelle, vous l'avez entendu tout comme moi, Trump a promis des investissements de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, notamment pour renforcer la compétitivité américaine. Professeur Vernas, parce qu'on souligne beaucoup de bons coups de Donald Trump, mais est-ce qu'on doit quand même se garder une réserve, une certaine méfiance? Parce qu'on doit célébrer les bons coups, mais on doit aussi, je pense, être méfiant. Quelle est votre analyse de cette stratégie et son impact potentiel sur l'Europe et la souveraineté numérique de la France? Alors, je dirais que mon point, je ne suis pas très compétent sur le sujet, sur la souveraineté numérique de la France ou de l'Europe. Mon point est plutôt général sur l'intelligence artificielle, où aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas nier que ça puisse apporter des progrès dans certains domaines, mais il faut être extrêmement vigilant sur tous les dangers que ça peut procurer. Ces dangers sont principalement de deux ordres, effectivement. L'un, c'est le flicage total, comme on voit avec le crédit social en Chine, et que l'agenda wokiste avec le Covid a essayé de mettre en place en Europe et un peu dans le monde entier. En fait, derrière tout ça, c'est le forum de Davos, c'est toute une clique de personnes. Et le deuxième danger, je dirais que c'est le risque de faussaires.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir une vidéo avec ma tête, ma voix, mes intonations, qui dit tout le contraire de mon message. Ça va nous obliger à faire preuve d'un discernement aiguisé auquel on n'est pas habitué. On a été abêtis pendant toutes ces années par des programmes de distraction faits pour nous abêtir, de manière à ce qu'on gobe tout ce qui est répété, répété à l'envi, comme une vérité première. Ouais. Moi, je travaille depuis des années à pousser les chrétiens à être des chercheurs de vérité dans un monde de mensonges. Et je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à le faire. Et si on veut vraiment chercher la vérité, si on prie, on peut avoir du discernement. Mais ce discernement va devenir indispensable à l'heure de l'intelligence artificielle. Oui. Parce qu'on va avoir des faux qui vont nous tromper avec une facilité déconcertante. Et là, il faut vraiment que les chrétiens réalisent que le prince de ce monde est le père du mensonge et qu'ils ne soient pas des crédules, qui gobent pas tout ce qui va arriver, mais qu'ils aient un regard avec du recul, qui cherchent à vérifier leurs sources, qui ne partagent pas les choses, si ce n'est après avoir vérifié de manière très sérieuse sur la base de témoins visuels et non pas sur la base d'une émission telle ou telle qui aurait dit qu'un tel aurait dit, ou etc. Ouais. Donc, dans ce danger, il va être réel. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Je veux juste attirer votre attention aussi sur le fait que nous soulignons les bons coups de Donald Trump, mais je pense qu'il faut aussi des fois mettre en lumière certaines choses parce qu'il y a un chroniqueur qui disait Trump a la capacité de des fois, à quelques occasions, de donner un bouquet de roses, et pendant qu'il remet un bouquet de roses, c'est le genre d'individu qui pourrait mettre une grenade dans votre poche sans que vous vous en rendiez compte. Je veux ramener quelque chose de l'administration précédente. Sous le règne de Joe Biden, le président Biden avait légiféré autour de l'intelligence artificielle. Et chose que Trump a délégiféré, a cessé. Il a signé un décret afin que la législation qui entourait une certaine sécurité, certains dogmes et façons de faire autour de l'intelligence artificielle soit soudainement abolie depuis qu'il est entré au pouvoir. Donc, ça nous pousse à être encore plus vigilants sur les politiques que Donald Trump veut lancer en matière d'intelligence artificielle. Cela étant dit, est-ce que la mise en place d'un système de contrôle social, voire l'identifiant bionumérique menant au transhumanisme, pourrait être des préoccupations qu'on pourrait avoir sous, par exemple, l'administration Trump? Est-ce que ces sujets-là sont des sujets qui soulèvent justement de questionnements éthiques et même spirituels, selon vous? Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais pris Donald Trump pour mon sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Yeah, well, amen. Je n'idéalise pas Donald Trump ou Elon Musk. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire pour remettre des choses qui ont été détruites de manière systématique pendant des décennies, qui en quelques mois sont remis d'aplomb. Ils font un super travail, mais ce n'est pas pour autant que je les idéalise. C'est des hommes comme tout le monde et le pouvoir, d'une manière générale, peut être dangereux. Quand on a un très grand pouvoir, ça peut vous monter à la tête. Donc, effectivement, il faut qu'on prie pour lui. Et il est possible que dans un avenir, certaines choses puissent déraper parce que ce grand pouvoir peut corrompre. Alors aujourd'hui, je pense que le fait d'enlever ces protections va dans un premier temps dans le bon sens, parce que ces protections étaient à l'inverse de la réalité. C'est-à-dire qu'ils avaient mis partout des fact-checkers, mais en gros, tout ce qui était dit comme faux était vrai, à quelques 80% près. Il y a peut-être un peu de... Mais pour imposer un narratif qui correspondait à leur agenda, et du coup, il faut démanteler un petit peu cela. Maintenant, il faudra mettre d'autres protections. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Il faut que ces protections soient sur la base, justement, d'une intégrité, d'une vérité, et pas sur la base de tout le monde peut faire tout ce qu'il veut n'importe comment. Alors, aujourd'hui, on prétend qu'il n'y a plus de vérité, qu'il n'y a plus de bien et de mal, et que tout c'est équivalent. Est-ce qu'on pourra remettre, je dirais, des sécurités qui sont basées sur une notion que tout n'est pas équivalent, que certaines choses sont bien et d'autres sont mal, que ce n'est pas équivalent, toutes les religions ne se valent pas, celles qui veulent couper la gorge aux mécréants ne sont pas les mêmes que celles qui veulent aimer son prochain comme soi-même, que tout n'est pas équivalent,
que l'homosexualité et l'hétérosexualité n'ont pas la même valeur au niveau du développement familial. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire et qui pourtant sont des valeurs fondamentales. Donc aujourd'hui, est-ce que le fait d'enlever, je dirais, des sécurités qui étaient mal placées, il faudra sans doute les remplacer par quelque chose? Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, la question reste ouverte. Ouais. La France et l'Europe traversent une crise identitaire où l'Église semble de plus en plus marginalisée. C'est le cas également ici au Canada et ça commence à être le cas de plus en plus dans les pays occidentaux. Pensez-vous que nous assistons à un jugement divin sur des nations qui ont rejeté Dieu? Puis quels signes bibliques vous y voyez-vous? Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a une constante de temps parce que Dieu, dans sa grâce, fait grâce pendant un certain temps. L'alliance qu'il a fait avec les peuples dure malgré nos péchés, malgré nos fautes. Mais il arrivait un moment, la colère de Dieu, quand on le bafoue dans tous les domaines, eh bien, peut arriver à son comble. Et on l'a vu à l'époque où le peuple juif devait prendre le pays de Canaan. Il a dit, voilà, la colère de Dieu est arrivée à son comble contre tous ces peuples qui bafouaient Dieu. Je pense qu'elle est arrivée à son comble sur un certain nombre de points, de peuples, et que effectivement, il y a un jugement de Dieu et une certaine dégradation parce qu'on a vraiment bafoué Dieu de toutes les manières, toutes les manières possibles et imaginables. Mais l'Église a une grande responsabilité parce que l'Église, au lieu d'être courageuse et de s'opposer à ces changements, a préféré se conformer au siècle présent, lisser son discours, changer sa théologie pour essayer de s'adapter. Et du coup, cette Église molle a été complètement marginalisée, ne pèse rien. Et l'Église qui aurait du poids, c'est une Église qui reste solidement enracinée dans la parole de Dieu, qui continue à la proclamer envers et contre tout, quitte à avoir des ennuis avec certains qui ne l'aiment pas du tout, et qui reste attachée aux valeurs de Dieu. Celle-là, même si elle est pas nécessairement la plus nombreuse, aurait un vrai impact spirituel. Ouais. Une Église qui continue d'annoncer le message de l'Évangile sans le laisser tordre par l'espèce de syncrétisme moderne que certains voudraient nous imposer. Ouais. Comment justement aujourd'hui, dans un monde de plus en plus progressiste et wokisme, où l'Église est reléguée de plus en plus au second plan, où encore le monde pénètre, infiltre l'Église pour faire en sorte qu'elle est de plus en plus diluée et ne fait pas le travail qu'elle devrait faire. Comment les chrétiens en France, en Europe, au Canada, à travers le monde, peuvent-ils résister et préserver leur héritage culturel et religieux? C'est un vrai défi. Je dirais que je prie pour qu'il y ait un sursaut de l'Église pour que beaucoup sortent d'une certaine fausse Église qui a perdu ses valeurs et reviennent aux valeurs de l'Évangile et le courage de les défendre envers et contre tout. Parce que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus rien qu'à être piétiné par les gens. Et c'est un peu ce qu'on voit, l'Église est piétinée parce qu'elle a voulu plaire, elle n'a pas voulu défendre les valeurs de l'Évangile. Ouais. Qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église étant pas le bâtiment, l'Église étant vous et moi, le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que vous et moi, aujourd'hui chrétiens, devrions-nous faire pour défendre notre foi sur la sphère publique et politique? Est-ce qu'on doit sortir à l'extérieur? Est-ce qu'on doit faire des manifestations quelconques pour pouvoir revendiquer certains droits qui sont diamétralement opposés aux valeurs chrétiennes qu'on trouve dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Je crois plus à ce que des chrétiens se lèvent pour dire, faire des conférences, écrire, résister aux journaux, proposer des articles qui seront peut-être refusés, mais qui peuvent être polémiques, pour défendre des valeurs. Mais aujourd'hui, on trouve peu de gens courageux qui sont prêts à défendre les valeurs de l'Évangile. Et donc, l'Église qui a fait le dos rond, eh bien, elle s'est fait vraiment piétiner et confiner dans presque l'inexistant. Et je pense qu'on a besoin d'une Église courageuse qui se lève et qui ose dire les choses, qui ose parler, qui ose rappeler le message de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'ostraciser ceux qui ont été influencés par ce wokisme, mais de leur montrer que c'est quelque chose qui est délétère pour l'homme et qui s'autodétruise. D'ailleurs, je pense que des gens comme Elon Musk
pour moi, c'est quelqu'un qui était parti dans la très mauvaise direction avec le transhumanisme, avec plein de choses, et qui finalement a vu qu'il partait pas dans la bonne direction. Et je pense que son enfant transgenre y a participé, il y a différentes choses qui l'ont fait changer de position. Alors, je ne sais pas où il en est, je ne le connais pas personnellement, mais je vois que, voilà, il ne s'agit pas d'ostraciser les gens qui ne pensent pas bien, mais de leur montrer que finalement, certaines positions sont beaucoup plus destructrices de la société. Et je pense qu'on arrive à un point où ce message va être entendu parce qu'on commence à voir les fruits de ce qu'on a semé de diabolique. Et on voit les jeunes détruits, on voit la pornographie qui est partout, on voit le résultat de cet effondrement. Alors on essaye de mettre des sparadraps partout sur les hémorragies, mais personne jusqu'à présent ne veut aller à la racine de ces hémorragies. La racine de ces hémorragies, c'est inculqué à notre jeunesse depuis maintenant 3 décennies. L'avenir en Europe, renaissance chrétienne ou déclin irréversible? Alors, je dirais que je retrouve de l'espérance actuellement par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, ça me redonne une espérance que, en fait, avec Dieu, il y a toujours un espoir. Parce que Dieu ne veut pas détruire, il permet que les choses aillent mal pour que le peuple se repente. Et moi, j'ai espoir que les choses allant suffisamment mal, il y ait un sursaut en Europe pour revenir aux valeurs essentielles et ramener du bon sens dans l'équation et ramener de la vie, ramener de la sainteté, ramener du crédit qui va permettre à Dieu de restaurer l'Europe. Le combat de Trump, et on termine dans une ou deux questions, le combat de Trump contre le wokisme. Est-il une inspiration pour les chrétiens dans leur propre engagement spirituel et sociétal, ou il est encore, je sais qu'on a touché un petit peu le sujet un peu plus tôt, où il est encore gage de méfiance et division? Je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens ont mis tous ces sujets sur la touche pour pas avoir d'histoire. J'espère qu'ils vont avoir mais dans leur fort intérieur, ils sentent bien que ce wokisme est destructeur. Mais il ne faut pas le dire, comme il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire pour pas avoir de difficultés, parce qu'on est vite traité de complotiste, on est vite traité de fasciste, de tout ce qu'on veut. Mais je pense que aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui reprennent de l'audace, qui reprennent du courage. Et j'espère voir une église en France qui se lève, qui ne soit pas nécessairement en nombre avec des manifestations puissantes, mais qui soit une voix d'amour, une voix de sainteté, une voix de bon sens, qui puisse être entendue à nouveau. Vous l'avez élucidé, vous en avez parlé, certains voient en Trump un sauveur, mais Trump, qui est-il réellement? Est-ce que c'est un homme utilisé par Dieu? Est-ce que c'est un séducteur? Ou c'est un outil pour faire avancer un agenda qui demeure encore à ce jour caché? Alors pour moi, la réponse est claire, c'est un homme utilisé par Dieu. Il y a certains hommes dans la Bible qui n'étaient même pas chrétiens, qui ont été utilisés par Dieu, et je pense que c'est clairement un homme utilisé par Dieu. Et je souhaite qu'il puisse être utilisé par Dieu le plus longtemps possible et qu'il ne se prenne pas la grosse tête. Ouais. Professeur Vergnasz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour commenter suite à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier et toutes les répercussions que tout ça peut avoir sur la politique européenne, canadienne, française et à travers le monde. On est en train d'organiser un événement qui va avoir lieu probablement, on est en train de peaufiner, attendre les dernières confirmations concernant la date, mais un événement qui aurait lieu vers la mi-mai, qui va s'appeler Apologia, qui va traiter de sujets dont vous avez une super belle expertise, parce que vous serez un de nos invités, qui est aligné avec Chercheurs de vérité, les lois qui sont en train de changer au Canada et qui auront inévitablement des répercussions sur l'Église du Seigneur Jésus et sur les chrétiens, les croyants. Certaines d'entre elles sont déjà adoptées, d'autres sont en voie d'être adoptées. Donc, ça va être une journée complète, un samedi, de 10h à 16h ou à peu près.
et nous allons avoir le privilège de vous avoir comme conférencier pour parler, traiter du sujet chercheur de vérité. Et je fais l'annonce présentement, même si on n'a pas encore tous les détails, parce qu'on y travaille et probablement que la semaine prochaine, on va être en mesure de donner la date officielle de cette conférence-là. Mais je vais encourager tout le monde à être présent, tous ceux et celles qui nous écoutent, soyez présents. Venez voir le professeur Vernas. Le professeur Vernas est situé en France, mais on va l'avoir avec nous physiquement ce samedi-là. Et ça va être un événement extraordinaire. Et professeur Vernas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à être avec nous. Il va y avoir d'autres conférenciers. On parle de Richard Descaries, moi-même. On parle de Georges Buscemi. Ça va être une journée remplie de conférenciers sur lesquels on va traiter de sujets, d'actualité, des enjeux pour aujourd'hui qui affectent l'Église du Seigneur Jésus. Professeur Vernas, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Ben, c'est avec plaisir. Voilà, je sais que je ne représente pas l'Europe ou la France majoritairement, mais j'essaye d'être en phase avec votre titre, Théovox, et de représenter l'Évangile, donc la voix de Dieu. Bien, merci d'avoir été avec nous, puis on se voit très, très, très bientôt. Passez une belle fin de soirée. Merci beaucoup. À la prochaine, au revoir. En conclusion, à cette soirée, nous assistons à une transformation radicale du monde où l'intelligence artificielle, le contrôle numérique et le crédit social sont précurseurs d'un système de surveillance totale. La Bible nous a prévenu que viendrait un temps où un pouvoir chercherait à asservir l'humanité. Apocalypse, chapitre 13, les versets 16-17 déclarent « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Aujourd'hui, les valeurs chrétiennes sont remplacées par le syncrétisme religieux, par le relativisme moral, par le wokisme, par le progressisme et par toute cette corruption qui gangrène la politique et qui influence certainement le monde, mais qui aussi séduit les chrétiens. Tout cela n'est pas une surprise, ce sont les signes des temps de la fin, les prémices de ce que Jésus et les prophètes ont annoncé. Mais face à toute cette noirceur, nous devons ni craindre, ni désespérer, ni se relâcher, car celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit la Bible, sera sauvé. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 13 et 14, le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Il nous exhorte dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, au verset 2, à ne pas se conformer au système de ce monde, mais à rester et à demeurer enracinés dans la vérité de sa parole. Malgré la montée du totalitarisme et de la persécution des croyants, nous savons que Jésus-Christ est notre refuge et notre forteresse. Il a dit et il a promis dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Se tourner vers Christ, c'est trouver la paix au milieu du chaos. C'est trouver la lumière au milieu de l'obscurité. Alors que les nations, les peuples, les hommes et les femmes cherchent le salut dans la technologie, les gouvernements et les choses de ce monde, nous savons que notre véritable espérance ne se trouve pas dans un monde déchu, mais dans le règne glorieux de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt parce qu'il a promis qu'il reviendrait. Il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Nous sommes appelés à tenir ferme et à proclamer la vérité et à préparer nos cœurs. Dans un monde cultivant la peur, l'anxiété, les inquiétudes, Jésus a promis que ceux qui demeurent en lui recevront une paix que le monde ne peut pas donner et une espérance qui ne trompe jamais. Le Seigneur est proche parce qu'il est proche. Et j'encourage chacun d'entre vous de vous tourner vers lui. C'est simple. On parle à Jésus comme on parle à un ami. Parle-lui et ouvre-lui ton cœur ce soir. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.